Bonjour à tous. Pour cette seconde partie, je vais parler de mon expérience personnelle relative à l'ordre ou la règle. J'ai une expérience assez importante dans le domaine du bâtiment et j'ai été confronté à beaucoup d'ordre au lieu d'avoir le respect de la règle. Donc je vais être plutôt assez libre dans cette vidéo et vous présenter mon expérience personnelle. J'ai une formation de technicien géomètre topographe. Donc ce métier a pour objectif de définir les limites de la propriété, principalement, d'enregistrer toutes ces unités foncières dans un service d'unités foncières, enfin, le service du centre des impôts, qui enregistre les parcelles sous un numéro cadastral. Puis après, j'ai fait une formation de technicien supérieur en bâtiment, ce qui m'a permis d'avoir d'autres connaissances sur le domaine du bâtiment. Et pour terminer, j'ai fait une formation à l'expertise juridique. Donc dans tout cela, j'ai eu pas mal de connaissances sur le domaine juridique de la propriété. Lorsque j'ai acheté ma première propriété à Sainte-Mère-Église, c'était une toute petite propriété de 45 mètres carrés sur un petit terrain de 1800 mètres carrés. Et j'ai acheté cette petite maison comme habitable. L'ancien propriétaire déclare comme habitable et je vais pour y habiter. Originellement parlant, la notion d'habitable, c'était l'endroit où les gens vivent. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, cette notion s'est écartée pour dire, voilà, une maison est-elle habitable, conforme à certaines règles, ou non habitable, puisque non conforme à certaines règles. Mais à la base, une habitation, c'était un lieu de vie. Donc les gens, dans une époque, n'avaient pas de toilette, pas de douche, pas de cuisine, hein, vivaient tranquillement dans une petite demeure qu'ils appelaient leur maison, et donc faisaient leur jardin et vivaient de ce qu'ils avaient, grosso modo. Et ça a évolué avec le temps, avec la notion que l'habitable devait comporter beaucoup de confort, ce qui n'est pas mal, ce qui est très bien. Donc quand j'ai acheté cette petite maison qui était habitable, elle lui manquait quand même beaucoup de confort. J'ai donc pris l'initiative de faire, pour mon confort personnel, l'installation de tous les éléments nécessaires à un cadre de vie agréable. Mais cela n'a pas plu du tout à la mairie, n'a pas plu du tout au maire, n'a pas plu du tout à la direction départementale de l'équipement. Parce qu'une personne, sans autorisation, rénove l'intérieur de sa petite maison. Et apparemment, il faudrait demander une autorisation pour faire la rénovation de l'intérieur de sa maison. D'ailleurs, il faut une autorisation pour mettre une clôture, une autorisation pour planter un arbre, une autorisation pour faire quoi que ce soit que vous faites sur votre propriété, grosso modo. Parce qu'on n'est plus du tout dans le droit, où la personne a un pouvoir absolu sur sa propriété, c'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, mais dans la soumission, dans l'obéissance. Je dois demander l'autorisation à quelqu'un d'autre, et non respecter une règle. Alors, cette petite maison, bien que les travaux que j'ai effectués étaient principalement en intérieur, a fortement déplu. Par la suite, j'ai demandé un permis de construire pour réaliser une maison secondaire sur ce terrain. Le premier permis de construire que j'ai déposé s'est vu refuser. Il était formulé par un architecte, c'est-à-dire les plans étaient faits par un architecte, donc respectant les règles, et ça a été refusé. Le motif de ce refus était que les pans étaient asymétriques. Moi je me suis dit, bon, c'est comme ça. C'est vrai que dans le plan d'occupation des sols, il est bien marqué que les pans devaient être symétriques, mais que la maison devait s'harmoniser avec l'environnement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu un lotissement sur Sainte-Mère-Église où l'ensemble des maisons construites avaient des pans asymétriques. À partir de là, on peut en conclure que la règle devient acceptable que les pans soient asymétriques. Alors pourquoi j'avais fait des pans asymétriques? Simplement qu'à l'époque, en 2011,
il y avait une aide d'État pour l'installation de panneaux solaires. Donc j'ai choisi de faire un pan plus grand et un pan plus petit pour pouvoir avoir une orientation au niveau du soleil plus importante et pouvoir y mettre plus de panneaux solaires. Du fait de ce refus de permis de construire, le projet est tombé à l'eau, les aides de l'État, enfin, en tout cas le prix de rachat de l'électricité par EDF a chuté, ça ne devenait plus intéressant, j'ai perdu ce projet. Tout ça sur un ordre plus ou moins arbitraire d'une certaine façon. J'étais un petit peu déçu, même très fortement déçu. Surtout que je ne pouvais pas construire, et d'autre part je perdais cet avantage financier. Je décide donc, un an plus tard, de refaire un permis de construire. Cette fois-là, j'ai respecté scrupuleusement les règles. La maison reste très simple, plus ou moins rectangulaire, 2 pans, quelques fenêtres, et voilà, je dépose mon permis. À cette fois-là, j'ai le droit à nouveau un refus. Et ce refus n'était pas basé sur la fenêtre est trop grande, la fenêtre est plus petite, la maison ceci ou la maison cela. Non. Le refus était assez simple, il tenait en une seule ligne. La maison ne s'harmonise pas avec l'environnement. Alors là, c'était très... J'ai eu plutôt en travers de la gorge. Donc, sur le coup, là, je me suis dit que je vais être persévérant. Et donc, j'ai pris des photos de Sainte-Mère-Église, des différentes maisons qu'il y a un peu partout. Voilà, des maisons avec des pans symétriques, des bâtiments avec des clochers, des bâtiments industriels, etc. Et puis, j'ai apporté tout ça sur photo et j'ai demandé un rendez-vous avec la direction départementale de l'équipement. Et j'ai apporté l'environnement. Là, j'ai eu le droit à un scandale pur et dur. Ils m'ont dit, ce qui se passe là-bas, on ne veut pas savoir. Mais je peux comprendre. Mais quand on évoque le fait que la maison ne s'harmonise pas avec l'environnement, il faut savoir de quel environnement on parle. Et là, donc, on a pu parler, j'ai parlé de mes droits, qu'on était dans un état de droit, et donc la personne a reconnu qu'en effet, elle avait agi pas dans le droit, qu'elle avait agi peut-être sur l'émotion, et qu'elle était très désolée d'avoir agi comme cela. Elle m'a accordé, à l'instant, au moment même des faits, le permis de construire, en un clic sur l'ordinateur. Donc j'ai pu construire cette fameuse maison pour moi-même. Donc là, ça prouve qu'en fait, entre l'ordre et la règle, il y a le côté émotionnel des gens, c'est-à-dire leur volonté, ou quoi que ce soit, leur humeur, s'ils ont pris un café, pas pris de café, ce qu'ils ont mangé le matin, vont dire que, ah voilà, ce permis de construire là, je l'accepte, ah, ce permis de construire là, je l'accepte pas. Ah, là, il y a des intérêts financiers. Avec le maire, là, on veut faire tout un lotissement, on va autoriser des pans asymétriques. Là, c'est un particulier, c'est une personne lambda, il n'a pas d'investissement avec la commune, il n'y a pas d'intérêt économique, là, on va refuser. L'autre, c'est une autre personne, va être un architecte. Là, c'est un bon copain avec le maire, il va dire, tiens, il m'autorise, moi, à faire ma maison de mon côté, et donc, lui, on va lui autoriser à faire une maison d'architecte, qu'on va nommer, une maison très différente vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'architecture envoisinante, qui entoure le bâtiment. Et donc, il a des droits particuliers. Mais c'est bien contraire au droit fondamental du citoyen et de l'homme. Alors je continue sur mon histoire de permis de construire. Là ici, je me suis installé dans les Pyrénées, à Accous. Et j'ai été confronté au même problème. Encore une fois, à une mairie qui donne une décision arbitraire. Alors c'est un petit peu différent. Cette fois-là, le maire était très en accord avec mon projet de construire une maison qui soit plus écologique, qui s'harmonise très bien avec l'environnement. Ce projet était assez simple, c'était une maison d'apparence en pierre, avec des panneaux solaires sur le toit, des baies vitrées pour profiter de la belle vue que vous pouvez voir derrière. Bon là c'est un peu nuageux, mais en règle générale c'est très joli. Mais c'est tout de même très joli. Et donc j'ai eu à nouveau un refus de permis de construire. Encore une fois un refus arbitraire. Le refus était simple, la maison ne doit pas être en pierre.
sommes dans un petit village, les maisons sont principalement en pierre, et là, c'est l'architecte des bâtiments de France qui dit la maison ne doit pas être en pierre mais plutôt en chaux, parce qu'à une époque très lointaine, on ne sait pas trop quand d'ailleurs, les bâtiments étaient habillés en chaux blanche. Quelque chose de totalement abstrait, illogique, qui me semble assez peu véridique, comme si les gens à l'époque étaient suffisamment riches pour importer de la chaux dont on ne sait trop où, pour badigeonner leurs murs de chaux blanche, alors qu'ils avaient beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de la, on va dire, de la finition esthétique de leur maison. Voilà. Mais je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu. Je dis juste que la probabilité que ça ait eu lieu est assez faible. À moins qu'ils aient été très riches. Voilà. Parce que habiller son bâtiment de chaux blanche était certainement un signe de très grande richesse. Voilà, donc cet architecte des bâtiments de France a refusé à nouveau ce permis de construire que j'ai déposé, sous ces prétextes-là. Il a évoqué aussi que la maison devait être formée que d'un seul bloc, hein, un module rectangulaire, très exactement. C'est-à-dire que ça limite grandement la forme du bâtiment, un rectangle, voilà, et qu'elle devait contenir un seul volume. Alors qu'on peut avoir des villages où les bâtiments sont accolés les uns aux autres, formant plusieurs volumes contigus ensemble. Bon, on est là encore à un ordre arbitraire. Que le garage devait être attenant au bâtiment, non séparé. Encore une fois, c'est un ordre arbitraire. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup de confrontations justement face à des gens dans le domaine de l'administration qui ne respectent pas du tout les règles, mais absolument pas, et qui sont dans leur position confortable de pouvoir et vont décider qu'un tel a le droit de faire ceci et un tel n'a pas le droit. Aucune logique, simplement les intérêts personnels. Donc là, on est bien dans la confrontation de l'ordre et la règle. La règle, c'est quoi en fait? La règle, c'est vous avez un plan d'occupation des sols et vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à un maire ni quoi que ce soit pour bâtir votre maison. Vous bâtissez votre maison suivant la règle qui est définie et vous conformez à la règle. Si vous avez des doutes sur la faisabilité, sur l'aménagement que vous allez faire, vous pouvez demander conseil, et là c'est un conseil que l'on demande à la mairie pour dire voilà, je vous demande conseil si le bâtiment que je souhaite réaliser ou les aménagements que je souhaite réaliser sont conformes aux prescriptions du plan d'occupation des sols, c'est-à-dire aux règles définies dans le bâtiment. Si ce n'est pas conforme, eh bien dans ce cas-là, la personne, le maire en tout cas, renvoie un document à la personne qui a demandé cette conformité et lui dit voilà, d'après le plan que vous avez fourni, ces aménagements ne sont pas idéaux ou ne respectent pas parfaitement les prescriptions émises dans le plan d'occupation des sols. Voilà comment ça devrait être pour respecter la règle. Ou alors on pourrait avoir une autre forme de demande, c'est-à-dire une demande d'éclaircissement sur les dispositions constructives que j'ai choisi d'appliquer sur le terrain, par exemple. Donc là, la personne, on pourrait avoir non pas une demande de permis de construire, mais une demande d'éclaircissement, une demande de vérification. Voilà. Vous voyez, on n'est pas dans la demande de permission, mais dans la demande de vérification. Là, le maire vérifie et il vient donner des arguments en disant, oui, le poste, c'est écrit, par exemple, que les aménagements, les bâtiments en pierre sont privilégiés. Là, le maire ne peut pas dire, ou l'architecte des bâtiments de France ne peut pas dire « Ah non, non, on ne peut pas autoriser un bâtiment en pierre, nous on veut à la chaux ». C'est écrit, c'est une règle, il doit s'y appliquer. Là, la personne dit « Écoutez, vous ne respectez pas la règle, je vous envoie balader, allez vous faire voir, grosso modo, moi je construis ». Par la suite, si le maire ou l'architecte n'est pas d'accord, il peut toujours faire une plainte et passer au tribunal administratif en disant ou au tribunal judiciaire en disant voilà, monsieur il a construit un bâtiment en pierre, dans le poste c'est écrit qu'il doit construire en pierre, mais nous on veut à la chaux. Il peut
tenir ce type d'argument, ça ne change rien. Mais dans un état de droit, il a peu de chances de gagner. Il n'en aura même pas du tout. Par contre, dans un état corrompu, dans un état où le droit n'est pas respecté, dans un état soumis aux ordres, ben là, il a beaucoup de chances de gagner. Tout dépend de qui fait la loi, grosso modo. Donc voilà, ça c'était le premier point sur l'aspect du bâtiment, de la construction, où vraiment les principes fondateurs de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire sur la propriété inviolable, ne sont pas du tout respectés en France. On y est très loin. Et je rajouterais même que le permis de construire, c'est un ordre à la base, c'est un décret, c'est-à-dire sous le gouvernement de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain a décidé arbitrairement sur un décret que toutes les personnes devaient demander une autorisation pour faire une construction sur leur propriété. Il a violé littéralement l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais pourquoi il a pu le faire? Tout simplement parce que c'était un état de guerre. Les Allemands avaient pris possession de la moitié de la France. Les gens étaient plutôt dans une situation de liquidation ou d'extermination, donc un génocide, notamment vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis aussi des Noirs, vis-à-vis des handicapés, vis-à-vis aussi des clochards qui étaient dans la rue. En gros, à l'époque, on fait le ménage, quoi. On liquide un petit peu la population autant qu'on peut. Voilà. Donc, au moment de cette guerre plutôt, tout est permis. Mais dans un état de droit, c'est pas légal. Voilà. Donc, pour cette seconde partie, je vais présenter un des points qui me touche assez fortement, cette notion sur la propriété. Et je vais parler d'un deuxième point, le juge de l'exécution. Se confronter aujourd'hui à des problèmes juridiques assez importants du fait que je ne me soumets pas aux ordres et uniquement aux règles, à des juges qui ne veulent plus du tout respecter mes droits. Le droit de faire appel, le droit de déposer plainte, le droit d'avoir une justice équitable. Je suis confronté à un système où lorsque je dépose plainte, ça part au panier. On peut m'agresser, me donner des coups de poing, etc. Je dépose plainte, ça disparaît. Par contre, si je vais sur ma propriété, c'est-à-dire par exemple, j'ai une propriété sur Caen où j'ai des bureaux locatifs, 4 bureaux locatifs, il y a un jardin, très exactement une pelouse commune, avec un parking. J'étais confronté à des locataires très virulents, qui ne respectent pas du tout les lieux, très agressifs, qui, par volonté de ne pas payer leur loyer, utilisent tous les moyens possibles pour avoir un petit peu plus de pouvoir. Et lorsqu'ils sont protégés par un système corrompu, vont avoir beaucoup de pouvoir. Et un exemple concret, j'ai été agressé plusieurs fois par des dépositaires de l'autorité publique en me disant « Monsieur, vous avez violé le jardin de ce locataire. » Le jardin, mais monsieur, c'est des locales commerciales. C'est une pelouse accessible à l'ensemble des locataires présents dans ce bâtiment. Il dit non, 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 c'est sa propriété privée, c'est son domicile. Vous n'avez pas le droit de pénétrer dans son jardin. Je dis, vous vous basez sur quoi? Alors il me répond, nous avons des preuves, nous avons des vidéos de tout ça. Donc la seule preuve qu'ils ont, c'est de me voir sur une pelouse, sur une propriété à usage commercial, en train de m'exprimer et dire à cette personne qu'il n'a pas le droit de mettre son barbecue, ses tables et ses chaises dans
sur cette pelouse en fait. Donc en fait là on voit une instrumentalisation de la justice afin de me nuire. Et donc ces personnes, cette justice, cette fausse justice en fait, a utilisé cet argument tout en sachant que c'était faux. Ce n'était pas du tout le domicile de cette personne, puisque c'était un local commercial et que cette personne avait son propre domicile, a utilisé cet argument en venant chez moi à 8 h le matin avec Baramine, ouvrir mon domicile et m'emmener de mon lit hein, pour me faire passer devant la justice pour violation de domicile de ces locataires. Alors j'ai exprimé à ces personnes mon refus de parler, tout simplement, puisque l'idiotie était telle, le déni de la réalité était tel aussi, que parler à des gens qui manipulent, transforment et mentent volontairement, ça vaut pas le coup, vaut mieux se taire. Donc j'ai gardé silence. J'ai refusé aussi de marcher, parce que c'est mon droit le plus strict. J'ai le droit de parler et j'ai le droit de ne pas marcher. Donc ils ont dû me transporter toute la journée. Voilà. Ils m'ont emmené voir plusieurs psychiatres hein, pour savoir s'ils pouvaient me faire passer pour un fou. Voilà, un fou, quelqu'un qui marche dans une pelouse ou sur un parking d'un local commercial où il y a plusieurs occupants. Je ne parle pas d'un seul occupant. Et moi-même, j'étais l'un des occupants des différents bureaux que je suis propriétaire. Donc, c'est-à-dire que en tant que propriétaire et occupant de d'un de ces différents bureaux, j'ai quand même un droit de marcher sur mon parking, d'y garer ma voiture, puisqu'il y avait 16 places de parking quand même, et de marcher sur la pelouse et le trottoir nécessaire à l'accès à ce bâtiment. C'est un petit peu inévitable quand même. Mais face à l'illogisme de ces personnes et aux mensonges répétés qu'ils évoquaient, il vaut mieux se taire et ne pas parler. Ils étaient censés m'emmener devant un tribunal et vu le peu de preuves et le peu d'éléments, et vu qu'ils m'ont emmené en slip et que j'ai refusé de m'habiller, ça a été un peu gênant pour eux. Parce que je leur ai dit, écoutez, vous m'avez pris en slip et vous me garderez en slip. Voilà. Et je m'habillerai si j'ai envie de m'habiller. Si vous vouliez me prendre étant habillé, il fallait venir me chercher quand j'étais habillé. Voilà. C'était assez simple. Donc c'était la petite histoire vraiment de la manipulation juridique des faits. Mais comme toute chose, ça ne se termine pas vraiment comme ça. Lorsqu'il y a une résistance venant de ma part, une insoumission, cela peut créer une nervosité, un énervement, comment dire, une envie trucidaire, une envie de nuire forcément. Alors, en décembre là, de l'année 2024, je suis retourné dans mes bureaux et j'ai pu constater que ces bureaux avaient été forcés. C'est-à-dire que la porte du local que j'occupais a été forcée et des barrières ont été mis à remplacer. Donc un des locataires voisins a forcé le local pour y faire de la location habitable, c'est-à-dire y mettre des locataires dedans. Voilà. De faire une sous-location, sous forme habitable. Donc, je rappelle que c'est un local commercial. Étant donné que un juge protège la transformation de ces 4 bureaux commerciaux à usage de commerce en habitation, totalement arbitrairement, sans aucun acte juridique, à part le simple fait de dire vous avez le droit d'habiter dedans, tout le monde se croit chez eux. Voilà. Mais personne n'habite réellement dedans, à part maintenant, puisque visiblement il y a de la sous-location, des habitations sont en train de se faire, on est en train d'installer des douches, etc. Enfin, bon, tout se transforme un petit peu là-bas. Le parking devient une vraie casse. On a des véhicules en pièces détachées qui commencent à se stocker un petit peu partout. On a
des poubelles qui traînent un peu partout. Enfin bon, ça devient la déchetterie, la zone quoi. Hein. Quand un juge permet qu'un endroit devienne la zone, ne respecte plus les droits de propriété du propriétaire, ben on a le droit à tout qui s'installe. Voilà. Quelques photos pour vous présenter la dégradation extérieure des locaux. On a le droit à ballon, les voitures un peu dans tous les sens, scooters, plots de sécurité, bidons pour faire un petit feu, des poubelles qui sont entre les arbres, des barrières de sécurité, hein, des tables, chaises, tout un tas de choses sous la bâche. Donc là, véritablement, pour un local commercial, l'utilisation de tout ça est très... Enfin, ça va pas, quoi, en fait. Ça va pas du tout. Donc là, on voit bien l'irrespect du droit de propriété. On interdit aux propriétaires de se défendre. On vient les agresser pour permettre aux gens malveillants de pouvoir continuer leur petite vie. Alors en 2024, j'ai voulu rentrer dans mon bureau qui m'appartenait. C'est des bureaux de 62 mètres carrés. Bon, ben, j'ai vu que j'avais plus accès. Bon, j'ai pris quelques photos, je suis reparti. Mais il se trouve que un des locataires a trouvé que ma visite était un harcèlement. Et il s'est senti mal à l'aise, hein, grosso modo. Le propriétaire qui passe, c'est embêtant, c'est gênant. Alors, il a déposé plainte pour harcèlement. Voilà. Donc, n'ayant pas trop de preuves pour m'agresser, il a utilisé un courrier daté de 2022, le dernier courrier que j'ai fait, le relançant pour ses loyers impayés. Il a utilisé ce courrier-là en disant que je le harcelais. Il n'en a utilisé qu'un seul. Harcèlement, il faut quand même plusieurs courriers, mais vu que j'en avais envoyé qu'un seul, de relance, enfin pas de relance, mais par lettre recommandée lui demandant de payer ses loyers, ben, il n'en avait pas beaucoup. Donc il a déposé plainte pour harcèlement. Cette fois-là, à nouveau, puisque la justice était fortement instrumentalisée, je me suis retrouvé en allant faire mes courses à Intermarché. Sortie d'Intermarché, les deux gendarmes viennent, m'interpellent, me menottent pour harcèlement et m'emmènent dans leur fourgon. Bien sûr, ils ont dû me transporter à nouveau, puisque je refuse de parler et je refuse de marcher, puisque tout est montage juridique et que s'exprimer ou dire quoi que ce soit se retourne contre moi et manipuler. Un très bon exemple, lorsque j'ai voulu déposer une plainte pour cette personne, au lieu d'utiliser dans le titre mes propos, l'objet de la plainte était utilisation frauduleuse de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation frauduleuse de la vérité? En quoi on peut utiliser frauduleusement la vérité? Je dénonce des mensonges et on vient écrire en titre l'objet de la plainte, utilisation frauduleuse de la vérité. Je suis désolé, c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas du tout le cas. On ne peut pas utiliser frauduleusement la vérité. La vérité est toujours la vérité. Ce que je dénonce, c'est des mensonges. Voilà, une manipulation. Voilà. Des faits calomnieux. Des choses comme ça. Mais pas du tout une utilisation frauduleuse de la vérité. Alors ce gendarme m'a emmené, ces deux gendarmes m'ont transporté, ont essayé, enfin, n'ont pas essayé cette fois-là parce qu'ils ont vu que là le peu de preuves qu'ils avaient était ridicule. Ils ont plutôt essayé de clore cette affaire le plus rapidement possible. Ils ont été très polis. Mais j'ai été confronté à un petit problème. Et s'ils regardent la vidéo, j'espère qu'ils comprendraient. Ils m'ont demandé, est-ce que vous voulez qu'on vous lise vos droits? Et j'ai dit oui. J'ai demandé est-ce qu'on me lise mes droits et qu'on m'en donne copie. Et cette personne a fait comme elle fait d'habitude, parce qu'elle obéit aux ordres et non aux règles. Elle a lu un résumé de l'article de loi qui concerne la garde à vue. Je dis bien un résumé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lu le texte en entier, puisque en fait dans leur
document, ils ont quelques lignes, quelques briques de ce texte, voilà, en disant vous avez le droit à ceci, vous avez le droit à cela. Mais c'est pas mes droits en fait. Mes droits, c'est pas ça. Mes droits, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui sont le fondement de la Constitution de la Ve République. Alors, j'ai été surpris, après m'avoir lu ce résumé de texte de loi, que je ne veuille pas signer. Mais non, monsieur, je vous le dis clairement, je ne signe pas ce genre de document. Si un jour vous lisez mes droits, eh bien, je serai d'accord de signer un document pour lequel vous aurez lu mes droits, parce que ce sera la vérité. Vous aurez lu les 17 articles qui ne sont pas très longs, ils ne sont pas très longs à lire, d'accord? Donc ces 17 articles, vous les aurez lus, j'en aurai pris connaissance, j'en aurai une copie, et là je serai d'accord de signer un document qui atteste que vous m'avez lu mes droits. À l'heure actuelle, dans la définition telle des choses, vous ne m'avez pas lu mes droits. Vous avez lu un résumé d'un texte de loi qui est plus une ordonnance qu'une loi, qui définit l'objet de la garde à vue. Voilà. Donc à l'avenir, j'espère qu'on pourra lire mes droits, mes vrais droits. J'espère, un jour. Voilà. Donc encore une fois, on a affaire à des personnes qui ne respectent pas le droit ni la loi, mais des ordres. L'ordre est, tu lis un résumé. L'ordre est, on ne veut pas qu'ils construisent. L'ordre est, on va faire en sorte que cette personne soit condamnée pénalement, même s'il n'y a pas de quoi que ce soit qui permet de le définir, mais on va le condamner. Et puis j'ai bien d'autres affaires encore où je pourrais témoigner de la violence juridique, du harcèlement, etc. D'ailleurs, ma prochaine vidéo va être sur le sujet que je ne suis pas suicidaire et énoncer les différentes menaces de mort que j'ai subies. Voilà. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai pu clarifier et vous aider à comprendre pourquoi je parle de l'ordre et la règle, et pourquoi j'estime, en tout état de cause, que nous vivons non pas dans un état qui respecte des règles, mais dans un état exécutif qui ordonne et impose par sa propre volonté, sans respect ni du droit, ni de la loi, ni même du libre arbitre. Je vous souhaite donc une très belle journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à faire un petit pouce pour m'aider à promouvoir la vérité. Voilà. Belle journée à vous. Merci, au revoir.